Des bonnes idées, on peut en avoir toutes les semaines. Dans le plateau, on va explorer les idées qui tiennent, qui sont importantes et qui permettent de changer le monde. Et puis on va partir à la découverte de profils extraordinaires, qu'ils soient en sciences, en technologie ou dans l'entreprise. Oui, parce que si je vous parle d'un profil extraordinaire scientifique, vous avez sans doute en tête quelqu'un de mort depuis très longtemps, ou bien si je vous parle d'une technologie, vous allez me parler de technologies qui viennent des États-Unis. Et mon invité aujourd'hui illustre complètement ce paradoxe. Il habite le village à côté du mien, on a longtemps été presque voisins de bureau, et pourtant on s'est jamais posé pendant plus d'une heure pour discuter ensemble. Bonjour Michael Gillon. Bonjour Arnaud. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Oui, très bien, oui. Je suis très content de t'inviter dans ce très beau décor de plateau où on va faire émerger ton parcours, tes idées. On va enfin prendre le temps de discuter, toi et moi. Après tant d'années à se croiser dans les couloirs, c'était plutôt une bonne idée. Ah oui, c'est super. Je suis ravi d'être ici dans ce magnifique décor pour discuter avec toi. Ça me fait plaisir. Michael, on va revenir sur ton parcours, évidemment. On va revenir sur les moments importants de ta vie et de ta carrière. Mais avant ça, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui occupe ta tête pour le moment ? C'est mes projets de recherche. C'est Spéculose, un projet de recherche de planètes potentiellement habitables. Voilà, c'est le développement de mon équipe. En tant que senior dans la recherche, il y a aussi tout l'aspect financer tout ça, faire fonctionner, lancer les projets, financer les personnes, etc. Donc c'est ce qui est dans ma tête généralement. Spéculose, c'est-à-dire Donc Speculoos, c'est un acronyme, c'est Search for Planet Eclipsing Ultra Cool Stars. Donc l'objectif de ce projet, c'est de détecter des petites planètes rocheuses en orbite autour des étoiles les plus petites du voisinage solaire. On appelle ça des étoiles naines ultra froides. Et on aimerait bien en détecter un maximum et ensuite les étudier, notamment avec le télescope spatial James Webb. C'est ça. Donc c'est une collaboration entre plusieurs télescopes, Spéculose, James Webb. Avant ça, tu travaillais aussi sur TRAPPIST, qui a propulsé ta carrière, on peut le dire, je pense. Mais on va faire un petit détour par ton enfance d'abord. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'où vient cette passion et d'où vient... tu l'as dit, maintenant tu es senior, tu as ton équipe, tes équipes, tu essaies de faire avancer tes projets. Mais tout commence en fait quand tu as 7-8 ans, c'est ça que tu m'as dit en préparation d'émission. Et tu vois un film extraordinaire qui nous a tous beaucoup marqué. C'est E.T., oui. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma avec mes parents. Et puis, ce petit bonhomme venu de l'espace m'a vraiment fait prendre conscience du fait que, on est sur une petite boule de roche perdue dans le vide de l'espace et que on est entouré de tas d'étoiles qui pourraient elles aussi abriter leur planète et potentiellement abriter des formes de vie. Et depuis lors, je n'ai cessé de regarder les étoiles avec fascination en me disant il doit y avoir des planètes autour de cette étoile, celle-là, est-ce qu'il y a de la vie dessus c'est un travail, c'est plus de l'imagination, mais au bout d'un moment, j'en ai fait un métier, en fait, tellement j'étais fasciné par ce sujet. Tu cherches ton propre E.T. Voilà, je cherche E.T., pas un E.T. qui viendrait avec lequel je pourrais discuter, etc., mais en tout cas, essayer de contribuer à une réponse à la question qui me taraude, qui taraude énormément de gens, c'est est-ce qu'on est seul dans l'univers ? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers ? Est-ce que c'est une sorte d'accident cosmique qui s'est produit sur Terre et nulle part ailleurs, ce qui me semble improbable. C'est une sorte de quête scientifique, mais qui a pris un tournant à partir des années 90 avec la première détection d'une exoplanète autour d'une étoile de type solaire et qui a vraiment décollé à ce moment-là. Et j'ai eu la chance de commencer ma carrière en astronomie, de recherche, plus ou moins à ce moment-là, donc au moment où on détectait encore les premières exoplanètes. J'ai développé mes projets de recherche dans ce cadre-là, avec énormément de découvertes qui sont survenues dans les 2 dernières décennies. Et cette quête de planètes potentiellement habitables et de recherche de traces de vie ailleurs qui ne fait que se développer, avancer avec... on se dit qu'on n'est peut-être pas très loin d'avoir une réponse à cette question. Donc, c'est vraiment... c'est enthousiasmant, c'est fascinant et je pense que j'ai vraiment de la chance de faire ce métier à ce moment précis de l'histoire humaine. Mais alors,
E.T. à 8 ans, on se dit pas, je vais devenir astrophysicien. Qu'est-ce que ça éveille vraiment chez toi? Ça éveille une curiosité, un peu de poésie, parce que pour le même prix, tu devenais cinéaste et tu travaillais avec Spielberg. Ouais, ça éveille, ouais, là, disons que ça entretient, ça développe l'imagination tout d'abord. Ouais. Alors pendant mon adolescence, je vais assouvir mon imagination en regardant des films, en lisant des livres, des bandes dessinées, etc. Mais science-fiction alors ou... Ouais, science-fiction. Je me souviens par exemple d'une BD de Vos qui parlait d'extraterrestres qui viennent sur Terre, même des trucs comme le Scrameustache, ce genre de choses. Voilà, et puis des films, je sais pas, de Predator à 2001, en passant par Rencontre du troisième type. Voilà, ce genre de film. Dès qu'il y avait un extraterrestre dans l'histoire, ça m'intéressait. Ça te titillait à ce moment-là déjà, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Mais à ce moment-là, oui, je n'avais pas du tout l'idée. Je veux faire de ça mon métier. Parce que je voyais, en tant qu'adolescent, je voyais le métier de scientifique, d'astrophysicien, tout ça, comme quelque chose de très difficile. Et je trouvais les sciences, surtout les mathématiques aussi, comme très rébarbatif en fait, de la manière dont c'était enseigné. Et je ne mets pas la faute sur les enseignants, hein, mais de la manière dont je percevais tout ça en étant adolescent, j'étais plus intéressé par le sport et... Tu faisais quoi comme sport à l'époque? Je jouais au football et puis j'ai fait un peu de karaté. Okay. J'aimais bien bouger, voilà. Et j'ai étudié ce qu'il fallait pour réussir, mais sans plus. J'étais pas du tout le premier de la classe. On a parfois l'impression justement que les astrophysiciens, c'est des anciens premiers de la classe qui passent leur vie en bibliothèque et puis c'est pas le cas. Du coup, ton adolescence, c'est pas ça que tu racontes? Non, pas du tout. Non, j'avais, disons, des facilités pour étudier, mais j'avais pas de grosse motivation derrière. Donc, évidemment, les résultats n'étaient pas terribles. Donc, et je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai eu plein d'envies différentes, de pilote de chasse, dessinateur. Je voulais, comme j'aimais bien les films, j'ai pensé avoir un vidéoclub à un moment donné. Donc, j'avais plein de projets différents, mais rien de vraiment concret. Et j'avais un an d'avance en plus dans mes études. Donc, à 17 ans, quand j'ai fini mes secondaires, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je me suis engagé à l'armée, en fait, en me disant, je vais avoir un salaire, je vais faire du sport. Pour commencer ma vie professionnelle, pourquoi pas? Je ne me sens pas du tout attiré par les études. Je me souviens qu'à un moment, j'ai voulu être biochimiste. Quand tu étais ado, tu veux dire? Quand j'étais ado, parce que j'avais un prof de chimie qui était quand même... qui était très bon, les cours étaient donnés de manière pédagogique, ludique, et je m'étais dit, je pourrais peut-être faire ça, en fait, et comme j'aimais bien l'étude de la vie aussi, est-ce que la vie existe ailleurs? Ça m'intéressait, cette question, je l'avais en tête, mais aussi, qu'est-ce que la vie, et comment elle s'est développée sur Terre, etc. Tout ça, ça m'intéressait. Je ne me sentais pas capable. J'en ai parlé à ma prof de biologie qui m'a dit non, c'est pas du tout pour toi une carrière de scientifique. Elle t'a carrément coupé dans ton élan. Cassé, oui, cassé. Ok. Et en tant que gamin pas très sûr de lui, ça m'a vraiment, ça m'a brisé mon élan, on va dire. Mais c'est dingue. Ouais, parce qu'on voit, on va en parler, mais la carrière qui a suivi. Ce conseil-là, il est rédhibitoire. Enfin, c'est inacceptable. C'est pas qu'il est inacceptable. En effet, il est négatif, quoi. Il est très négatif, mais d'un autre côté, j'étais pas un élève très, très sérieux en classe. Je faisais beaucoup le saut. Je veux dire, je peux comprendre que je pouvais parfois être peut-être énervant du fait de mon manque de motivation évident. Et voilà, le conseil, c'était peut-être un mauvais jour pour elle et elle m'a donné ce conseil. Mais il a eu un impact très fort où je me suis vraiment dit, c'est pas du tout pour moi, je suis pas fait pour ça. J'ai pas les capacités. Et donc à 17 ans, tu t'engages à l'armée et là, c'est complètement une autre aventure qui démarre pour toi. Oui, je dirais que c'est une école de caractère. Hein. J'étais pas très capable vraiment de me tenir à un projet, pas très motivé. Et là, je me suis retrouvé dans un environnement complètement différent, loin de papa, maman, avec des ordres, une forte discipline. Et je pense que ça m'a fait du bien, en fait. Ça a développé ma volonté, mon caractère.
Intellectuellement, c'était pas très enrichissant, mais au niveau du développement de ma personnalité, moi qui étais très immature, ça m'a aidé, oui, à me recadrer. Et par la suite, ça m'a fort aidé dans mes études, en fait. Ok. Oui, parce qu'on le rappelle à ce moment-là, donc tu n'as pas encore commencé tes études quand tu rentres à l'armée. Et je crois que assez vite, tu vas partir en mission. Oui. Donc j'étais en mission en ex-Yougoslavie, une mission de l'ONU, de maintien de la paix. Et pendant 4 mois, je me suis retrouvé dans un environnement assez stressant, avec un grand degré de pauvreté, de misère humaine, etc. Donc ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup choqué même. Tu en as retiré des choses qui encore aujourd'hui te marquent et continuent Ouais. Oui, parce que c'est vraiment dans ce genre d'occasion qu'on se rend compte de la chance qu'on a, en fait. Ouais. On est dans une sorte de petit paradis ici en Belgique. On râle très vite pour, je sais pas, les trous dans la route, etc. Mais en fait, on a quand même énormément de chance par rapport à une grande fraction de la population humaine, en fait. Et là, dans cette zone juste après la guerre, c'était vraiment quelque chose de complètement différent de ce que je connaissais en Belgique. C'est ça. Et là, oui, on se rend vraiment compte de la chance qu'on a et du fait qu'on peut faire les études qu'on veut, on a beaucoup de liberté dans ce qu'on peut faire quand on en a la volonté par rapport à des gens qui ils luttent juste pour survivre dans un environnement difficile. Et par la suite, en rentrant en Belgique, j'ai développé une maladie, une fibromyalgie, donc beaucoup de douleurs et une baisse de mon niveau disons, physique. Ouais. Et de ce fait, je me suis retrouvé toujours à l'armée, mais dans un emploi plus de bureau, le temps que je me remette. Et dans cet emploi qui n'était pas du tout enrichissant, j'ai commencé à lire beaucoup, en essayant vu que le physique ne fonctionnait plus, j'ai essayé de faire fonctionner la tête. Et j'ai lu beaucoup de livres de science-fiction, mais aussi de livres de vulgarisation scientifique. Je lisais aussi des revues comme pour la science, Science et Vie, etc. Et ça a commencé vraiment à m'intéresser de plus en plus, au point où je me suis dit, je suis encore jeune, je pourrais quand même en faire une carrière, ou tu pourrais essayer les études dans ce sujet. T'as quoi, t'as 20 ans à ce moment-là, c'est ça J'ai 22 ans, ouais. Et là, à 23 ans, je vais m'inscrire à l'université à un cours de biologie cellulaire en première candidature à l'époque en biologie. L'équivalent des bacheliers maintenant. C'est ça, ouais, c'est ça. Et je vais... En fait, le but, c'est plutôt d'essayer, voir est-ce que je suis capable de réussir un cours à l'université ou est-ce que... J'ai toujours cet a priori qui me dit, en fait, non, t'es pas du tout capable, t'as pas les moyens. Mais je vais quand même essayer et je vais faire un très, très bon score. Et ça va me donner le petit élan de confiance dont j'avais besoin. Et l'année d'après, je vais au jury central. Donc, toujours en étant à l'armée, je vais faire une première année en biologie. Mm-hmm. Je vais réussir avec une plus grande distinction, les félicitations du jury. Et là, je me rends compte que je peux faire carrière, en tout cas faire des études en sciences. Et tu crois du coup que la discipline militaire t'a apporté la maturité, tu le disais, dont tu avais besoin pour pouvoir étudier? Oui, tout à fait. Ouais. Là, je me donne vraiment à fond. Tous les jours, j'étudie jusque très tard. Parfois, T'es plus l'ado qui étudie juste pour réussir, alors, parce que avec les félicitations du jury pour une première année, il y a du travail derrière. C'est ça, ouais. J'ai vraiment pris goût au travail. Et quelque part, plus j'étudie, plus j'ai envie d'apprendre. Ça devient vraiment une passion. En fait, c'est une passion. Et tout devient très facile, en fait. Je me rends compte que quand on est vraiment motivé par quelque chose, et c'est ce qui me manquait en étant ado, on a beaucoup plus de facilité dans l'apprentissage, dans l'accomplissement de choses, même très difficiles. Je vais étudier la biologie. En même temps, je commence à me passionner pour les mathématiques, mais aussi pour la physique. Et je me rends compte que, oui, c'est pas si compliqué que ça. Quand on aime, ça devient, je dirais pas facile, mais en tout cas, ça devient accessible. Et j'y prends vraiment goût. Je fais une candidature en physique en même temps que je finis la biologie. Je fais l'équivalent de master, on appelle ça une licence en biochimie. Et puis, j'arrive à la fin de ma licence et je ne sais pas très bien vers quoi m'orienter. Je sais que je veux faire un doctorat. Je veux vraiment continuer mon chemin en sciences. J'ai le choix, j'ai la possibilité de faire un doctorat, notamment à Strasbourg, en génétique moléculaire, ce qui m'intéresse beaucoup.
Mais j'ai aussi cette envie peut-être de me lancer dans l'astrobiologie. Je parle avec un professeur de l'université de Liège, professeur Pierre Maguin, qui est un astrophysicien, qui me dit qu'il a une thèse de doctorat disponible pour travailler sur la mission COROT. COROT, c'est un satellite de l'ESA qui est dirigé par la France. De l'Agence spatiale européenne, du coup. Oui, c'est ça, oui. Qui est destiné à l'étude des étoiles, mais aussi à la détection d'exoplanètes. Ok. Par la méthode des transits. Ouais. C'est-à-dire tu veux bien la décrire, ouais. Oui, tout à fait. Donc, c'est une méthode très simple, en fait. On ne va pas détecter la planète directement on va pas faire une image où on voit l'étoile et la planète. On va se focaliser sur des planètes qui passent devant leur étoile, donc pour lesquelles l'orbite est bien inclinée par rapport à la Terre, pour qu'on ait la planète vraiment qui passe à chaque orbite devant l'étoile. Et quand elle passe devant l'étoile, on va mesurer une chute de brillance de l'étoile. Elle fait un peu d'ombre, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a une petite partie du disque de l'étoile qui est cachée, parce que la planète est opaque. Et donc, on va avoir une petite chute de luminosité. Et avec les instruments modernes, surtout depuis l'espace, la mission COROT étant spatiale, on va pouvoir détecter ces petites chutes de luminosité et en déduire la présence de la planète. On peut, via la fréquence des transits, donc de ces passages devant l'étoile, on peut en déduire la période orbitale, donc on peut relier ça à la distance à l'étoile. Ouais. La chute de brillance, l'amplitude nous indique la taille relative de la planète par rapport à l'étoile. On sait la durée d'une année pour cette planète, on sait plus ou moins estimer sa taille, on a plein d'infos en fait. Plein d'infos. On peut aussi, avec une autre technique qui s'appelle la méthode des vitesses radiales, qui se base sur le mouvement de l'étoile dû à la perturbation gravitationnelle de la planète sur l'étoile. On peut mesurer la masse de la planète. Ouais. Donc, quand on a la masse et la taille, on en déduit la densité. Donc, on a une indication sur sa composition. Est-ce que c'est plutôt un objet de faible densité, comme une géante gazeuse, ou une géante de glace, comme Uranus ou Neptune, ou est-ce que c'est un objet plus compact, plus dense, plus rocheux, comme la Terre? Donc, voilà, on a plein d'indications. Et on peut même étudier l'atmosphère de la planète. OK. Bon, il faut qu'on ait un télescope suffisamment puissant, mais on peut se baser sur le fait que quand la planète passe devant l'étoile, on a une fraction de la lumière émise par l'étoile dans la direction de l'observateur qui va être filtrée par le limbe atmosphérique de la planète. Et donc, quand on va comparer la distribution de lumière émise par l'étoile en fonction de la longueur d'onde, qu'on appelle le spectre de l'étoile, durant le transit et hors transit, on va avoir de subtiles différences qui sont dues à l'effet d'absorption ou de dispersion de la lumière par l'atmosphère de la planète. Et on va pouvoir en déduire déjà la présence d'une atmosphère autour de la planète, chose qui peut être très intéressante pour une planète notamment potentiellement habitable. Ouais, j'allais dire, on sent que dans toutes les caractéristiques que tu cherches là, il y a derrière un petit peu l'idée de est-ce que cette planète peut être habitable ou non. Ah oui, toujours, depuis le début de ma carrière, c'est vraiment ça qui m'intéresse. D'ailleurs, je ne me définirais pas vraiment comme astronome, mais plutôt comme astrobiologiste. C'est ça. Dans le sens où j'ai toujours cette idée de chercher des planètes qui pourraient potentiellement abriter de la vie. Et c'est vraiment le sujet qui me passionne. Et donc, COROT, je vais faire une thèse de doctorat sur ce sujet, en contribuant à l'aspect caractérisation des étoiles, mais aussi recherche de planètes par transit. Et puis, par la suite, je vais avoir la chance d'avoir l'opportunité de faire un post-doctorat à l'Observatoire de Genève, dans l'équipe de Didier Queloz et Michel Mayor, qui sont les deux astronomes qui ont détecté la première exoplanète en 1995. Les superstars du milieu. C'est ça. À l'époque, c'est le groupe à la pointe du domaine. Et je vais avoir la chance de travailler là sur la recherche de planètes en transit et de vraiment lancer ma carrière à ce niveau-là. Ta carrière qui va connaître un boom extraordinaire, on l'a dit, avec TRAPPIST. Alors, je ne vais pas citer tout ce que tu as
reçu par la suite de ces découvertes, mais il y a des dizaines de milliers de citations de tes articles scientifiques. Tu as reçu 2 médailles de la NASA, tu as reçu le prix du mérite Wallon de l'année, une des personnes les plus influentes du monde selon Thalys. Tout ça en 2017, si je ne me trompe pas. Vraiment quelque chose. Et tu me disais en préparation d'émission, toi qui es plutôt réservé, tu as été sous le feu des projecteurs là, vraiment de manière complètement incroyable pendant plusieurs années d'ailleurs. On va utiliser le mot, je sais que tu l'aimes pas beaucoup, mais cette célébrité, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Ça m'a aidé dans le sens où ça m'a permis par exemple d'aller donner beaucoup de conférences et je me suis vraiment développé une passion aussi pour la vulgarisation scientifique, pour je veux dire, porter la bonne parole et expliquer à des gens qui sont intéressés ce qu'on fait. Notamment, on utilise de l'argent public pour faire nos recherches. On explique aux gens ce qu'on fait avec cet argent et chercher des traces de vie ailleurs dans l'univers, à quoi ça sert. Il y a des gens qui sont passionnés par le sujet, d'autres qui sont juste neutres, à qui on explique tout ça. On explique ça. J'apprécie toujours beaucoup à expliquer ça aux jeunes. Ouais. Des jeunes qui pourraient avoir un intérêt à se lancer dans la recherche. La nouvelle génération de chercheurs, on en a besoin. Donc puis les jeunes, ils sont plus curieux en fait. Ils ont une curiosité plus développée. Donc c'est un très bon public pour expliquer la science et les recherches qu'on fait. Et puis ça aide aussi cette célébrité. Je vois que tu mets des guillemets, mais pour les gens qui nous écoutent en podcast, tu dis célébrité avec des gros guillemets. C'est ça, oui. Mais quand même, le Times, on l'a dit, les médailles, Wallon de l'année, c'est quand même, c'est pas rien. Ça permet d'avoir une certaine influence peut-être sur les choses. Sur ta carrière, je veux dire. Oui, ça a permis clairement à ma carrière de se développer, aux recherches de se développer, le financement de projets plus ambitieux. TRAPPIST, c'est un petit télescope robotique à la base, un seul. L'idée de TRAPPIST m'était venue quand j'étais à l'Observatoire de Genève. J'avais découvert des collègues israéliens ils m'avaient fait découvrir leur petit télescope robotique qu'ils avaient en Israël, un télescope de 40 cm. J'étais fasciné par le fait qu'ils opéraient leur télescope à distance. On était à l'Observatoire de Haute-Provence et ils opéraient leur télescope en Israël. Ils observaient un transit d'une planète de la taille de Neptune en direct, comme ça. Je me suis dit, c'est génial, quoi. Il faudrait qu'on ait ça. Quand je suis revenu à Liège, j'en ai parlé à mon collègue Emmanuel Joa. Et lui était intéressé par le concept pour observer les comètes et les astéroïdes, son sujet de recherche. Et moi, par le fait de détecter des transits d'exoplanètes avec un tel télescope qui serait totalement dédié à ce sujet. Donc il n'est pas en Belgique, que ce soit très clair. Non, en Belgique. Avec le ciel qu'on a, c'est pas possible. Il serait pas très utile, non. Ouais. Il est au Chili, dans le désert de l'Atacama, qui est, je pense, le meilleur endroit sur Terre pour l'astronomie, parce qu'on a plus de 300 nuits claires par an, on est en haute altitude, on a très peu d'humidité, on a très peu de turbulences. On a un ciel qui est vraiment hyper clair, il n'y a presque pas de pollution lumineuse. Donc, c'est des conditions idéales pour l'astronomie. Toute personne qui est intéressée par les étoiles, s'il y a une possibilité d'aller un jour dans le désert de l'Atacama, je suggère d'y aller parce que c'est une expérience inoubliable. J'y suis allé en effet justement avec Emmanuel Joa dont tu parlais. Et c'est vrai qu'on a fait une nuit d'observation, on en a fait plusieurs, mais je me souviens d'une en particulier, où on est dans le désert. Et on regarde le sol en sortant le soir et puis on lève les yeux. Et je me souviens, on était plusieurs, on est tombés sur nos fesses tellement il y avait d'étoiles et tellement le ciel est... on peut pas imaginer, quand on a l'habitude du ciel belge, je pense, la qualité et la quantité de ce qu'on voit la nuit là-bas. Donc c'est en effet pour un télescope essentiel en fait d'être placé pour pouvoir faire de la science de qualité dans ce genre d'environnement. Mais donc tu le pilotes depuis la Belgique. Oui, c'est ça. Donc, il est complètement robotique. Et le projet, à la base, il n'est pas extrêmement ambitieux, mais il va se développer. On va en installer un deuxième par la suite au Maroc pour avoir accès au ciel du Nord. C'est ça. Donc, pour observer les étoiles n'importe où. Et en parallèle, moi, j'ai cette idée de chercher des planètes potentiellement habitables qui me taraude. Et je me rends compte qu'il faudrait des télescopes plus gros pour le faire et se focaliser sur les étoiles les plus petites du voisinage solaire. Donc, c'est l'idée de spéculose que j'ai mentionnée au début.
Et pour ça, je vais demander un financement européen en 2014 que je vais obtenir via le Conseil européen de la recherche, le RC, ce qui me permet de financer 2 premiers télescopes, puis via des collaborations avec l'université de Birmingham, de Cambridge, le MIT, je vais essayer d'oublier personne, l'université de Berne et maintenant le TH Zurich. Le projet s'est développé. Là, on a 6 télescopes, on va en avoir un 7e. Il y en a dans le nord, il y en a un à Tenerife, bientôt un 2e, financé par la région Wallonne, le 2e, je précise. Il y en a au Mexique et il y en a 4 au Chili. Et on essaie de détecter un maximum de petites planètes en transit autour des étoiles les plus petites qu'on pouvait observer par la suite avec le télescope James Webb. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que on a parfois l'habitude de penser que tout le spatial, c'est la NASA, l'Agence spatiale européenne. Et tu dis non, il y a un télescope, là, il est financé par la région Wallonne. Toi-même, tu es FNRS, donc c'est de l'argent public fédéral belge qui paye ton salaire, pour le dire comme ça, et qui finance tes projets. C'est important d'avoir cet ancrage local et d'avoir ce soutien local. Oui, non, on en a une chance énorme ici en Belgique d'avoir le FNRS qui permet à des chercheurs de ne faire que de la recherche avec un cadre qui est optimum pour lancer des projets ambitieux. On a accès à des financements relativement conséquents, que ce soit au niveau belge, mais aussi au niveau européen. Et ça marche bien. On a des projets qui peuvent se développer sans avoir besoin de collaboration constamment avec la NASA. Parce que c'est vrai que pour le public, l'espace, c'est la NASA. C'est souvent ce qu'on entend, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, non, c'est pas le cas. On peut faire des choses que nous envient parfois les Américains au niveau européen, au niveau belge. On est un petit pays, mais on a beaucoup de savoir-faire et on a des financements qui nous permettent d'être compétitifs au niveau de la recherche fondamentale, notamment en astronomie, et notamment d'être à la pointe dans la détection de planètes potentiellement habitables et la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Donc tu découvres le système TRAPPIST. C'est ça. Dont on a entendu parler tout le temps, et tant mieux d'ailleurs. On a parlé un petit peu de la célébrité, de ce que ça t'a apporté. Qu'est-ce qu'elle t'a coûté, cette célébrité ? Moi, je suis quelqu'un d'assez discret et être comme ça tout le temps mis en avant, c'est un stress en fait. C'est un stress qui fatigue et qui use et il y a certaines personnes qui le gèrent très bien, mais moi je le gère pas très bien et à terme, voilà, ça va m'épuiser, ça va créer des tensions aussi au niveau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va créer des tensions avec certains collègues. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à gérer. On s'en rend peut-être pas compte comme ça de l'extérieur, mais quand quelqu'un est comme ça mis en avant de manière forte, ça peut être quelque chose qui devient usant pour la personne et qui crée des tensions avec son entourage, etc. Ça peut être difficile aussi pour la famille, etc. Donc, au final, ça va me coûter en énergie et ça va aussi peut-être ralentir ma productivité scientifique quelque part. Ça influence ta carrière négativement, tu penses ? Ça aide au niveau des financements, mais ça use aussi au niveau personnel. Et voilà, je ne peux pas dire que c'est négatif, évidemment, parce que quand je fais le bilan, c'est éminemment positif. Mais il y a quand même des aspects un peu négatifs qui se greffent là-dessus. Mais heureusement, c'est toujours des effets de mode, la célébrité. Trappistin, ça a été quelque chose au niveau scientifique, c'est toujours quelque chose qui est disons, très intéressant et qui intéresse beaucoup de monde. Mais au niveau au niveau médiatique, Trappistin, on n'en parle plus. Et ça permet quelque part, ce retour dans l'ombre, c'est positif en fait. Ça permet, de se refocaliser vraiment sur la recherche, sur le développement des projets, sans avoir cette pression médiatique qui parfois est un peu lourde. C'est ça. Du coup, merci d'autant plus d'avoir accepté de venir et de revivre un petit peu de cette pression médiatique, mais avec beaucoup de bienveillance. J'ai envie de te proposer des phrases à compléter. Tu sais, alors c'est pas une interro, mais voilà, une phrase, je te la lis et puis tu complètes et tu expliques si tu as envie pourquoi tu la complètes comme ça.
longtemps, j'ai cru que chercher la vie ailleurs dans l'univers, c'était... C'était une chimère. C'est vrai? Ouais, c'était un rêve. Longtemps, oui. Pour moi, c'était quelque chose qui tenait de l'imaginaire, en fait, de l'impossible. Et puis, bah oui, via ces premières détections d'exoplanètes, et puis par la suite le développement du domaine, et c'est devenu une réalité. Et il y a beaucoup de matins où je me réveille, je me dis, mais j'ai une chance incroyable, quoi. C'est pas possible que mon rêve de jeunesse, d'enfance même, mais je suis en train de le vivre quelque part. Mon travail, c'est de chercher la vie extraterrestre, c'est juste incroyable. Et donc, ouais, voilà, c'est un rêve éveillé quelque part. Mais qui est, oui, longtemps, ça, pour moi, c'était juste quelque chose qui tenait de l'imaginaire. Ok. C'était E.T. C'était E.T. On va en parler dans un instant de ces dernières années aussi. Mais d'abord, je voudrais savoir aujourd'hui, ce qui me travaille le plus, là aujourd'hui, c'est quoi? Oh, ce qui me travaille le plus, là aujourd'hui, bah, c'est de développer de nouvelles choses, en fait. C'est d'être original. Parce que, bon, Spéculoos, par exemple, c'est un projet qui roule. Trappist, ça roule. Mais on a envie de faire de nouvelles choses. Et dans le domaine de l'étude des exoplanètes, il y a eu un tel développement, un tel boom. On est passé de quelques chercheurs à des milliers de chercheurs à l'échelle du monde. Il y a eu tellement de résultats et il n'y a pas tellement de choses qu'on peut faire quand même. On est limité par la technologie, on est limité par les télescopes qui sont là actuellement. Ça devient de plus en plus difficile d'être original. Ok. Alors, je vais te poser la question naïve. Hein. Tu l'as dit personnellement, pourquoi c'était important pour toi d'étudier la vie ailleurs. Mais la question qu'on pourrait se poser, un petit peu provoque peut-être, c'est mais pourquoi c'est important pour nous étudier la vie ailleurs? Pourquoi l'humain il s'intéresse à ça? Ben, ça fait partie. Enfin, je pense que l'être humain c'est un animal très particulier parce qu'il a une grande capacité d'abstraction et donc de ce fait une grande curiosité. Ouais. Ça fait partie vraiment de notre ADN. On a envie de découvrir et d'apprendre. Et parmi les grandes questions qu'on a identifiées, c'est quelle est notre place dans l'univers? On s'est rendu compte que notre environnement, il était beaucoup plus grand qu'on ne le pensait. Il n'y a pas que la Terre et puis des objets qui sont là, une sphère céleste qui est là pour décorer. On est vraiment un tout petit grain de sable dans un désert gigantesque. Et on a envie... Enfin, en tout cas, je pense que beaucoup de personnes ont envie de comprendre quelle est notre place dans cet univers si grand, dans le cosmos. Et cette curiosité intellectuelle, ça fait vraiment partie de ce qu'on est. Et l'assouvir, ça passe par la science, par la recherche fondamentale, notamment cette question de savoir quelle est notre place, ça passe par la recherche d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers. Est-ce que la vie est fréquente? Est-ce qu'elle est rare? Est-ce qu'on a une sorte d'accident cosmique? Maintenant, en faisant cette recherche fondamentale, on est obligé de pousser toujours plus loin nos technologies et donc de développer de nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, elles vont être très utiles pour la vie de tous les jours, pour une imagerie médicale, pour des loisirs, pour les voitures, que sais-je. Par exemple, je prends l'exemple de la spectroscopie, elle a été développée à la base pour étudier le Soleil et puis les étoiles. Et puis, il y a aussi les détecteurs, ce qu'on appelle les détecteurs CCD, donc des détecteurs digitaux. Ils ont été développés notamment pour étudier les étoiles. Puis par la suite, ils se sont retrouvés dans les GSM. On les a dans les caméras des smartphones, oui. Voilà, on les retrouve partout. Et c'est pareil pour tout. On a besoin de détecteurs qui ont extrêmement peu de bruit. Ouais. Qui ont des efficacités extrêmement grandes. Donc, toutes ces performances qu'on développe, elles vont être transportées, transvasées dans d'autres technologies applicables à l'ensemble de la société. Maintenant, c'est vrai que le citoyen lambda, il s'en rend pas compte, en fait. Et il peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'on
on dépense cet argent pour lancer un télescope dans l'espace. Alors qu'il y a des trous dans les routes, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Voilà. C'est une objection qu'on entend, hein, mais parfois. Mais je la comprends très bien. Je veux dire, pourquoi pas mettre cet argent pour la lutte contre la pauvreté, par exemple. Mais ce qu'il faut vraiment dire, c'est que l'argent qu'on dépense en astronomie, c'est rien du tout, en fait. On parle de quelques euros par an pour le citoyen européen. Peut-être 1 ou 2 euros, c'est vraiment rien du tout à l'échelle de l'Europe. C'est des projets qui... par exemple, le projet le plus cher, c'est le télescope James Webb que j'ai mentionné. Mais c'est un projet mondial qui implique les États-Unis, l'Europe, le Canada, et qui a été développé sur une vingtaine d'années. Donc oui, il a coûté 10 milliards de dollars. C'est quand même une somme. C'est affreusement grand, comme ça. Ouais. On a du mal à imaginer. Ouais. Enfin, moi, en tout cas. Oui, non, moi aussi, tout à fait. Mais il faut intégrer ça sur une vingtaine d'années, donc, et sur une population énorme. Donc, voilà, quelque part, c'est une sorte de prouesse technologique qui permet, pour un coût très, très limité pour le citoyen, de répondre à des questions fondamentales sur l'origine de l'univers, sur la présence de vie potentiellement ailleurs dans l'univers. Enfin, en tout cas, de se rapprocher de réponses. C'est toujours délicat, mais je vais te demander ton avis là-dessus, peut-être en tant que de scientifique et puis en tant que personne, ton avis sur la vie ailleurs. Alors, en tant que scientifique, je dirais que tous les paris sont ouverts. C'est-à-dire, on sait... Je vais un peu mouiller, mais tout d'abord, je dirais, au niveau scientifique... C'était la neutralité suisse, là. Hein. Oui, tout à fait. On sait que tous les ingrédients de la vie existent ailleurs dans l'univers. Ouais. On sait que la vie, telle qu'on la connaît sur Terre, dépend de l'eau liquide. Ouais. C'est un ingrédient fondamental. On sait que l'eau liquide, elle existe ailleurs dans l'univers. Il doit y avoir énormément d'endroits dans notre seule galaxie où l'eau liquide existe et où les conditions propices à l'apparition de la vie, telle qu'on la connaît sur Terre, ont dû exister ou existent actuellement. Maintenant, est-ce qu'il y a eu dans cette évolution chimique à la base, dans ces milieux aqueux, est-ce qu'il y a eu une sorte d'accident extrêmement improbable qui s'est produit sur Terre et qui aurait très peu de chances de se produire ailleurs? On ne le sait pas. Maintenant, quand on regarde les échelles de temps en jeu, même un événement très, très improbable a beaucoup de chances de se produire au bout d'un moment. Donc, mon intuition, c'est que la vie, elle existe, elle est très fréquente à l'échelle de l'univers. Par contre, elle doit être essentiellement microbienne. Pourquoi ? Parce que pendant 3 milliards d'années, la vie sur Terre, c'était que des microbes, que des bactéries. Et puis la vie complexe, elle est apparue il y a quelque chose comme 600 millions d'années, 700 millions d'années, suite à l'apparition de conditions propices, l'enrichissement en oxygène de l'atmosphère, etc. C'est des conditions qui ne vont peut-être pas se reproduire forcément ailleurs, qui n'auront peut-être pas l'occasion de se produire, parce que la durée de vie de la planète va être plus limitée, parce que la planète n'est pas dans le même environnement. Donc, on peut très bien imaginer qu'il y a énormément de biosphères, mais qui ne contiennent que des bactéries. Mais néanmoins, oui, des formes de vie complexes doivent aussi se développer, de manière plus rare, mais elles doivent se développer. Donc, tu cherchais E.T., tu cherches des microbes. Oui. Qu'est-ce que ça te ferait si demain, on découvre en effet des traces de vie sur une autre planète? Ouais, ça serait, au niveau personnel, ce serait une sorte d'accomplissement, on va dire, en tout cas de choc, de choc positif. Ça serait la question que je me suis posée, que je me pose depuis que je suis enfant. Voilà la réponse. Boum, la vie existe ailleurs dans l'univers. Mais ça ouvrirait aussi beaucoup d'autres questions, en fait. Par exemple, si on découvrait de la vie sur Mars, qui serait complètement indépendante de la vie sur Terre, voilà, ça veut dire que 2 planètes dans la zone habitable qui ont eu des conditions propices à l'apparition de la vie, elles ont développé la vie. Donc, ça suggérerait fortement que la vie est très fréquente à l'échelle de l'univers. Et qu'il y a des centaines de milliards de biosphères qui sont là-bas, autour des étoiles. Et ça augmenterait fortement les chances qu'il y ait des formes de vie développées et même intelligentes qui existent ailleurs dans l'univers. Donc, ouais, ce serait une sorte de choc intellectuel ça me rendrait très heureux de savoir ça. Ouais. Tu penses qu'avec nos technologies, on pourrait, d'un point de vue vraiment de pratique, logistique, durant ta carrière, découvrir ces preuves de vie? Alors, si tu parles de Mars, par exemple, oui.
de manière... Je pensais plutôt aux exoplanètes, puisque c'est vraiment ça que tu étudies, toi. Alors, les exoplanètes, on pourrait, en mesurant la composition atmosphérique d'une planète, on pourrait arriver à la conclusion qu'il doit y avoir de l'eau liquide à la surface. Ouais. Et on a là une composition atmosphérique qu'on a très difficile à expliquer autrement que par la présence de vie, par exemple, d'organismes photosynthétiques. Donc on trouverait des indicateurs plutôt indirects voilà. de la présence potentielle de vie. Il faut prendre vraiment beaucoup de précautions en science. Voilà. Et comme on aurait toutes ces précautions, qui seraient très saines de garder, qui seraient très saines de garder, on arriverait à un seuil de confidence, à une détection, mais probabiliste. On se dirait, on a 1% de chance que c'est pas de la vie, 99% de chance que c'est de la vie, voilà, les estimations grossières, restons prudents, mais il y a sans doute de la vie sur cette planète, et on ne saurait rien sur cette vie. On saurait qu'elle fait de la photosynthèse, par exemple, qu'elle relâche de l'oxygène dans l'atmosphère, mais on ne saurait pas plus. Est-ce que c'est des plantes? Est-ce que c'est des bactéries? Il y aurait une grande frustration aussi, parce que aller plus loin, il faut y aller. Et ça, on n'est pas du tout capable. La technologie pour le voyage interstellaire, ça reste du domaine d'IT, de l'imaginaire. On peut en parler pour rigoler, mais on n'a pas du tout les capacités technologiques de faire. Mars, on peut y aller. D'autres planètes ou d'autres lunes dans notre système solaire, on peut y aller. Mm-hmm. Le voyage est parfois très long. Oui. Mais c'est vrai que aller sur une exoplanète, tu le dis, c'est pas possible. C'est juste pas possible, non. Ce serait des voyages de centaines de milliers d'années ou de millions d'années avec la technologie actuelle. Donc voilà, c'est juste impossible. Même si on envoie une sonde, pendant 10 000 ans, elle va voyager, disons, vers l'étoile la plus proche. Elle ne fonctionnera plus à l'arrivée. Il y a très peu de chances qu'elle fonctionne. Et l'humanité sera peut-être même plus là. On peut même... c'est difficile de voir, d'imaginer ce qui resterait sur Terre après 10 000 ans. Donc, à quel point l'humanité aurait évolué. Donc, non, ça, c'est juste de l'imaginaire. Alors, on va rester dans l'imaginaire, justement. Comme tu aimes bien le cinéma de science-fiction, tu m'as fait penser à un film, à Men in Black, où au début, il y a des agents qui regardent le ciel, les étoiles, et qui disent qu'à force, ils ne les regardent même plus. À force de côtoyer des extraterrestres et de vivre ces aventures. Ouais. Toi, ça t'arrive encore de lever le nez vers le ciel et de les regarder pour le plaisir de les regarder, ou est-ce que tu vois toujours, c'est quelque chose qu'on entend parfois, toujours des équations derrière et des faits scientifiques derrière. On entend parfois certaines personnes un peu cyniques dire que oui, les scientifiques ne voient pas le monde avec poésie. Quand on t'entend, moi j'ai l'impression quand même que tu gardes cette touche de rêve et d'imaginaire. Ah oui, quand je regarde les étoiles, je regarde souvent les étoiles pour le plaisir. Quand le temps le permet en Belgique. Pas si souvent que ça, finalement. Pas si souvent, mais en tout cas, quand c'est possible, je le fais. Et oui, il y a toujours cette fascination, toujours cette idée, mais il pourrait y avoir de la vie autour de cette étoile. Et il y a aussi cette réalisation de la distance énorme qui nous sépare à cette étoile. On parlait du désert de l'Atacama. J'aime bien me coucher dans le désert de l'Atacama et regarder les étoiles. On a vraiment l'impression d'être dans l'espace. En plus, il n'y a pas la Lune, etc. T'as vraiment l'impression de flotter dans l'espace. Et tous ces objets, toutes ces étoiles qui ont leur propre système planétaire, peut-être de la vie autour, etc., ils sont là, mais ils sont inaccessibles, en fait. On sent ce vide interstellaire qui nous sépare, cette distance incommensurable, pratiquement, qui nous sépare de ces objets. Et quelque part, c'est frustrant aussi, mais c'est aussi fascinant de se dire, c'est un système planétaire, il est là, mais on peut pas y aller, quoi. Il est tellement loin. Mais il pourrait y avoir de la vie autour, et peut-être des organismes qui pensent, même qui observent la Terre en ce moment, et ils se posent peut-être les mêmes questions. Et donc, oui, chaque fois que je regarde les étoiles, c'est le genre de questionnement qui arrive dans mon esprit plutôt que des équations, la structure de l'étoile, son évolution, etc. Donc, c'est plus proche de l'imaginaire et de la poésie que de la science pure. Ouais. Alors, on en parlait il y a un instant. Depuis 2 ans... tu as, si tu es d'accord qu'on en parle, tu m'as dit en préparation d'émission qu'il n'y avait pas de sujet tabou par rapport à ça, de nouvelles difficultés de santé qui t'impactent. Ça m'a vraiment marqué ce que tu disais en préparation d'émission, c'est de voir
un jeune homme adolescent à qui on dit ne fais pas des sciences, qui trouve sa voie à l'armée et puis qui doit se réorienter, et puis ici à nouveau une autre épreuve de santé, si tu es d'accord qu'on en parle un petit peu. Oui, tout à fait. Voilà, qu'est-ce qui se passe et comment tu le vis depuis 2 ans? Depuis que j'ai 40 ans, j'ai une pathologie qui s'appelle le syndrome de jambes sans repos, qui est une pathologie neurologique bénigne. Il y a quelques pourcents de la population qui souffrent de ça. En fait, c'est quoi? On se met au lit, on repose au soir. Ça touche généralement les personnes au soir. Et on a commencé à avoir des fourmillements, des gènes dans les jambes qui font qu'on a besoin de les bouger et on ne dort pas, en fait. Okay. Donc, il y a dans les formes sévères, le sommeil est fortement impacté. Et j'ai ça depuis que j'ai une trentaine d'années, mais c'était peu fréquent et très modéré. Et puis ça s'est développé, est devenu un peu plus fort avec l'âge. Et j'ai consulté un neurologue il y a quelques années qui m'a donné un traitement. Et malheureusement, j'ai très mal réagi au traitement. Au lieu d'améliorer la situation, il a fortement aggravé. Ah oui. On appelle ça un effet d'augmentation, ce qui survient avec cette classe de médicaments. La classe de médicaments en question, on appelle ça des agonistes de la dopamine. C'est un médicament très puissant parce qu'il intervient sur un système vraiment central, majeur du système nerveux, basé sur le neurotransmetteur appelé dopamine. C'est ça. Ça intervient au niveau du contrôle des impulsions, du raisonnement, des mouvements. C'est celui qu'on appelle l'hormone du bonheur. Du bonheur, ouais, c'est ça. Au niveau de l'humeur aussi. Ouais, c'est ça. Et ce médicament a fortement impacté mon état de santé et il a fallu que je m'en sèvre. Et malheureusement, dans mon cas, le sévrage s'est très mal passé. J'ai développé une pathologie qui s'appelle Dopamine Agonist Withdrawal Syndrome. On appelle ça DAOS en anglais, l'acronyme. Qui a conduit vraiment à un effondrement neurologique, dont je sors actuellement, mais il m'a fallu, là je vais bien, mais il m'a fallu 2 ans pour sortir de ça, et oui, ça a été un véritable enfer, avec beaucoup de conséquences personnelles. Pendant presque un an, j'ai plus vu mon fils, par exemple, parce que j'étais tout le temps à l'hôpital ou chez moi dans un état terrible. Donc voilà, ça m'a fortement impacté. Ce qui m'a aidé à tenir pendant toute cette période c'est aussi la science, en fait, quelque part. Dès que j'avais l'occasion, même à l'hôpital, je prenais mon ordinateur et je continuais à travailler sur spéculose. J'ai publié... Tu trouvais avoir la motivation de... Oui, c'est vraiment... ça m'a aidé à tenir le coup, en fait. Parce que quand on est si diminué, on a tendance à avoir une vision très négative de soi, à se dire, je ne sais plus rien faire, et... le fait d'arriver quand même à faire quelque chose, aussi petit que ce soit, aussi modeste que ce soit, même répondre à quelques emails, parfois ça suffisait à me dire, voilà, j'ai quand même fait quelque chose, ça m'intéresse, la passion était toujours là, malgré l'état dans lequel j'étais, et j'ai essayé de rester le plus actif possible sur mes projets, et je pense que ça m'a vraiment aidé à traverser cette épreuve qui a été vraiment terrible. Et c'est quand même une constante dans ce que tu racontes aujourd'hui, c'est des épreuves, des moments de frein avec, on l'a dit, ce prof qui te dit ne fais pas de science, l'armée qui n'est plus possible à cause de la fibromyalgie. Et à chaque fois, j'ai l'impression, la passion qui te permet d'aller plus loin. Oui. C'est la passion, c'est le courage, c'est un grain de folie, c'est quoi exactement ? Moi, je pense que c'est la passion et le refus, en fait, le refus de se retrouver diminué, d'être privé des choses qui rendent heureux, en fait, tout simplement. Moi, faire de la science, ça me rend heureux, du temps en famille, etc., ça me rend heureux. Et en être privé, pour moi, c'était inacceptable. Donc, c'est une motivation forte pour essayer de s'en sortir. Maintenant, voilà, la condition est là, il y a le traitement aussi. J'ai eu la chance d'avoir des soignants très, très dévoués qui m'ont aidé à traverser ça. Évidemment, il n'y a pas que l'esprit qui compte, il n'y a pas que la motivation, il y a surtout le traitement et l'expertise notamment d'une neurologue anversoise qui m'a aidé à sortir de cette pathologie qui est très peu connue encore, malheureusement.
et qui est gravissime, qui peut être létal. Donc, j'ai eu la chance vraiment d'avoir cette personne qui m'a aidé à traverser ça. Le soutien par exemple, de ma compagne, là, actuellement, elle m'a vraiment aidé beaucoup pendant plus d'1 an. Là, elle m'a aidé à traverser tout ça, à sortir de tout ça. L'environnement affectif, social est aussi très important pour traverser ça. Je pense que tu en sais quelque chose aussi. Oui, mais on parle de toi aujourd'hui. Et donc, tu es de retour dans tes projets, en forme, en bonne forme. Est-ce que ça te donne un nouveau souffle? Est-ce que au contraire, est-ce que tu te sens un peu fatigué de ces épreuves? Comment on reprend le chemin vers le monde professionnel? Alors, on l'a dit, hein, la passion, elle est toujours là, la détermination, ça se sent, elle est toujours là. Et est-ce que ça te donne un autre regard sur ta carrière? On relativise, en fait. On se dit qu'on stresse pour énormément de choses. On fait tout un plat de... Je sais pas, j'ai pas eu un financement, j'ai pas eu cette thèse de doctorat pour l'étudiant, je l'ai pas eu, c'est gravissime. Alors que non, en fait, on se rend compte qu'il y a des choses beaucoup plus graves. C'est un peu comme ce séjour en ex-Yougoslavie qui m'a permis de relativiser que mes petits soucis de jeune homme étaient bien peu de choses par rapport à ce que vivaient certaines personnes. Ouais. Là aussi, moi, je me suis retrouvé avec 90 jours, plus de 90 jours dans un service de neurologie, à voir des gens dans des états gravissimes, qui ont leur vie véritablement foutue à cause d'une saloperie de pathologie. Et ça permet de relativiser. Et quelque part, je me rends compte que j'ai énormément de chance d'avoir retrouvé la santé, d'être dans un environnement très positif, beaucoup de soutien. Et d'avoir des jeunes très motivés dans mon équipe et d'avoir ce métier et cette possibilité de continuer à assouvir ma passion. Donc, je reviens en étant moins stressé, je dirais, plus conscient de la chance que j'ai et avec aussi moins de pression sur moi. Je pense que là, j'ai pas envie, en fait, de me lancer des tas de défis, de faire grossir mon équipe de manière exponentielle, de me lancer dans des tas de projets. J'ai plutôt envie de me focaliser sur ce qui me plaît, de rester dans l'ombre. Médiatiquement, moi, ça m'intéresse pas de subir encore de la pression médiatique, etc., mais plutôt de me focaliser sur ce qui me rend heureux, la recherche, et sur mes projets. C'est ce qu'on te souhaite, Mickaël. Merci beaucoup d'avoir accepté de sortir de l'ombre pendant une petite heure et de venir discuter ici dans le plateau. Merci, Mickaël. Avec plaisir, Arnaud. Je t'en prie.